appelé tout le répondait. Bonjour, merci de rester scotché sur Canal 2. C'est Canal Presse comme tous les dimanches. Voici le sommaire. Gouvernance, de vrais faux remaniements ministériels. À n'en plus finir, chaque fois que Paul Biya est allé en voyage, il y a eu plus de copies ces derniers temps. La preuve, le gouvernement fictif de Baden-Baden, que certains ont brandi, sachant que le président camerounais aime d'abord le contre-pied. Et ceux qui rendent l'information publique font de bonnes affaires. Le gouvernement dit de Baden-Baden a aussi eu ceci de particulier, que certains en ont profité pour régler leurs comptes face à ceux qui sont dans les petits papiers du président. La vérité étant cependant que depuis les dernières législatives, tout le monde espérait, à défaut d'un tsunami, un jeu de chaises comme l'indique la pratique en temps normal sous le renouveau. Cela est juste en théorie, car le professeur d'université qui dérange m'a dit qu'en 30 ans, l'homme lion a fonctionné avec les mêmes. Ainsi, Bele Bouba Megari, pour ne prendre que cet exemple-là, peut être aujourd'hui ministre des Postes et Télécommunications et demain ministre du Tourisme et des Loisirs. Pareil pour X et Y qui font partie des amis du président. Certains étant d'ailleurs des excroissances des anciens. Les mêmes professeurs d'université qui dérangent font dire que cette affaire de remaniement ministériel est si complexe qu'on doit jusqu'ici plutôt se contenter de questionner les feuilles de route, les plans d'urgence et éventuellement les si rares conseils ministériels. Elle est toujours si belle, mon école publique de Foulane. Jadis, elle avait à son sein une bibliothèque et mon maître d'alors s'appelait Sieur Bellinga. Il disait avoir perçu son premier salaire sitôt après sa sortie de formation. À l'heure de la rentrée scolaire 2015-2016 au Cameroun, je tiens d'abord à ne pas faire oublier qu'elle va aussi cette rentrée avec la rentrée académique des universités. Et là, j'observe zéro communication gouvernementale sur les orientations des enseignements. D'ailleurs, dit-on, le livre scolaire s'est fait plutôt rare, alors même que Tabimanga et sa commission des livres commettent 3 à 4 ouvrages pour une même discipline. Résultat, Brenda, la nouvelle collégienne, a besoin de près de 40 livres pour être en règle. L'occasion de la rentrée scolaire est ainsi offerte pour demander au gouvernement camerounais où est-ce qu'on en est avec les standards de l'UNESCO et ce qu'il en est de l'achat de places et de postes, si jamais le quotidien Émergence ne ment pas. Encore, où en est-on avec la suppression du promotoire dans l'ordre de l'enseignement général au Cameroun? Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Sud FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité avec une grosse pensée pour l'hebdomadaire L'Intégration qui fête son 200e numéro déjà. Bon appétit à tous. Ghislain Pierre et Sono que je propose de retrouver ce soir dans l'arène quand il sera à 20h30. On découvre maintenant nos différents panélistes. Célestin Germain, bonjour, bienvenue. Bonjour Mouma et bonjour à toutes les téléspectatrices et spectateurs. Merci de m'avoir invité pour la première fois dans cette émission. Le plaisir est partagé. Avec vous, on évoque la situation de l'ancien directeur général de l'Assaut de Coton, Yéa Mohamed, qui a été coupé de 15 ans de prison ferme jeudi dernier. C'est sans surprise pour vous? Disons que je n'ai pas très bien compris le sens de cette décision, parce que nous semble-t-il plusieurs personnes qui ont été condamnées. L'avocat général avait requis la culpabilité pour tous, mais on ne comprend pas que parmi ces personnes, comment dirais-je, il y a eu des personnes qui ont été acquittées, d'autres condamnées à vie, et d'autres simplement qui ont reçu 15 ans. Donc il y a justice à double voie, triple vitesse.
Je pense qu'on ne peut pas comprendre la question de Iya Mohamed si on ne comprend pas la genèse même. Parce que rappelez-vous, à l'issue du match contre le Cap-Vert, tous les problèmes de Iya ont commencé. Avec cette défection, ce malaise généralisé qui existait à l'équipe nationale, Iya Mohamed s'accrochait à l'équipe nationale. Donc lui, il était impossible de partir, il ne voulait pas partir, il s'accrochait. Et donc le subterfuge qu'on a trouvé pour faire partie Iya, rappelez-vous, c'était effectivement de l'attaquer par rapport à la gestion de la Sodecoton. Donc aujourd'hui, il a fait appel. Disons que le TCS, il n'y a pas de recours officiellement, mais la Cour suprême est en train de voir son dossier. Je n'ai pas pour faire là, c'est pas pour faire l'avocat de M. Iya, mais je pense que en vérité, la Cour suprême a des décisions parfois, la Cour d'appel parfois a eu des décisions extrêmement bizarres. Et je ne m'explique pas toujours pourquoi d'autres ont été acquittés dans cette affaire et que Iya ait eu 15 ans et ça n'a pas de sens. À vous entendre parler, Iya est-il innocent? Non, je pense que quand on regarde la gestion de la Sodecoton depuis une trentaine d'années, il y était. Pourquoi subitement on a découvert des mauvaises gestions, des détournements de biens publics à la Sodecoton? Moi je vous dis qu'on ne peut pas comprendre cette affaire sur le plan judiciaire si on ne fait pas allusion à sa gestion de la FECAFOOT. On sait qu'il a institutionnalisé une mafia à la FECAFOOT. Il a créé un malaise qui était récurrent dans la dernière région du Sable. Donc, je vous redis que c'est à cause de cela qu'on a pris l'angle de la Sodecoton pour l'attaquer. Mais c'était une grosse hypocrisie parce qu'on savait très bien que depuis 30 ans, il était président de la Sodecoton. Merci, je retiens qu'il y avait bel et bien une mafia du côté de la FECAFOOT. On accueille le deuxième invité sur ce plateau, Professeur Aboya Manassé. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba et bonjour bien entendu à tous les téléspectateurs du Canal Presse. Mort de Foni, Boutchouan et Sonouin, Jean Coueté demande au chef traditionnel de faire la lumière sur la disparition de ces piliers du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment avez-vous apprécié cette sortie du patron administratif du parti au pouvoir? C'est une sortie quand même assez ambiguë. On ne connaît pas la vraie posture de M. Coueté. Est-ce que c'est un adepte du LACAM ou du FAMLA? Auquel cas, il revendique naturellement la logique selon laquelle tout individu qui meurt a été vendu dans le FAMLA pour aller travailler dans l'au-delà. Donc là, c'est une posture à évacuer. Mais je pense qu'il était à l'Ouest comme secrétaire général du parti. Donc, en tant que tel, il défendait, il accompagnait à sa dernière demeure un militant qui a montré durant toute sa vie son allégeance au parti au pouvoir. Donc je peux considérer que ce n'est pas l'adepte du LACAM ou du FAMLA qui a parlé, c'est davantage le secrétaire général du parti qui a confondu sa posture mystérieuse, mystique, pour dévoiler au devant de la scène ce qu'il ne devait pas dire, pour ne se contenter uniquement sur la représentation du parti à l'Ouest pour accompagner dignement ce grand militant du RDPC. Merci. Je signale que vous êtes un politologue. Merci pour votre analyse. On accueille le troisième invité, Michel. Bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba et bonjour à tous ceux qui nous regardent en ce moment sur Canal Presse. C'est avec beaucoup de pincement au cœur qu'on parle de notre double attentat survenu sur le territoire camerounais qui s'est passé du côté de Kéréwa, dans la région de l'extrême nord du pays. Comment vous avez accueilli cette toute triste nouvelle? Écoutez, comme tout être humain et tout citoyen qui pense que cela ne devrait pas nous arriver, parce qu'en fait, il y a une mobilisation nationale autour de cette affaire de la nébuleuse Boko Haram, qu'au fur et à mesure où des attentats s'ajoutent, il m'arrive de me poser bien des questions. Mais, pour dire vrai, si les mesures que j'entends voir, parce que dans la ville de Douala, ville dans laquelle je suis, je constate qu'il y a des rafles et on n'individualise pas des maisons. Quand on se retrouve dans un quartier, on entre partout, on identifie ceux qui y sont. Mais je vais vous dire, c'est pour dire ce qui est honnête, c'est que dans la ville, par exemple, de Maroua, quand les rafles sont organisées, il y a des maisons dans lesquelles on ne fait pas, on n'entre pas pour identifier ce qui se passe à l'intérieur. Ce n'est pas imaginable, ça. C'est la réalité, je vous le dis, Bouba. Je vous dis, au cours d'un rafle, c'est même pas mes informations sont certaines. Vous avez des maisons
dont on vous pointe du doigt que vous ne, les éléments des forces de l'ordre. Alors, dans ces maisons, qu'est-ce qui s'y trouve? Quels sont ceux qui y sont? Alors, je me pose la question si c'est une procédure générale d'éradiquer et d'identifier ceux qui sont dans les maisons, ou qu'on sache qui est, parce que en réalité, il n'y a pas de raison que dans une ville comme Maroua, comme dans une région comme Maroua, qu'on en est arrivé à ce que certaines maisons, que les hommes en armes n'entrent pas pour identifier ceux qui y sont. Par contre, là, c'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est intolérable. Donc, c'est une information et c'est la réalité, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parce que moi, j'en subis. Hein. Moi, j'ai mon neveu, je sors de Yaoundé là, j'ai mon neveu qui était sergent dans l'armée. Et on parle du fait qu'il y a une mobilisation, il y a des dons, les Camerounais donnent tout. Et je vais vous dire que sur le terrain, mon neveu était sergent dans l'armée. Ils se sont retrouvés piégés parce qu'en fait, en amont, des corps tués par les gens, par les Boko Haram, avaient été jetés parce qu'ils ont passé pratiquement 2 jours sans avoir bu de l'eau. Eux, ils étaient 10 en patrouille. Les 10 ont trouvé une chute d'eau. Et pourtant, en amont, il y avait un corps en putréfaction. Ils ont bu de l'eau. Et on les a amenés par avion militaire et mon neveu a rendu l'âme dimanche à 10h. Donc, je trouve qu'il y a quelque part une mobilisation qui s'opère et quelque part, les données que les Camerounais mettent en place, parce qu'il est inadmissible qu'on nous dise que nos troupes qui sont sur le terrain, que certains en soient à m'appeler pour dire qu'ils ont déjà 2 nuits, 2 jours sans avoir eu leurs 2000 de rations pour qu'ils arrivent à manger. C'est inadmissible. Merci pour votre première intervention. Quatrième invité, bonjour, bienvenue à ce cher grand frère. Bonjour Boba, bonjour à tous les téléspectateurs de Bouri Est, surtout de la cité Cité. Bonjour à tous les Camerounais de la diaspora. Nous sommes debout, nous marchons. On n'a plus besoin de le présenter, Hervé Emmanuel, comme... Alors, avec vous, on parle de plus de 1000 fonctionnaires appelés à clarifier leur situation au ministère de la fonction publique. Quel commentaire vous suggérez? Écoutez, Bouba, cette histoire est quand même révélatrice, n'est-ce pas, du niveau de productivité de la grosse entreprise que nous appelons administration au Cameroun. Parce que l'État, au-delà des fonctions régaliennes, de ces fonctions régaliennes, telles que nous avons parlé, défense nationale, justice, police et tout, est un prestataire de service. Et lorsque ce prestataire de service ne maîtrise même pas, n'est-ce pas, l'état de ses ressources humaines, il y a un gros problème. Ça veut dire qu'il y a de l'argent indu qui sort de la solde, qu'elle soit civile ou militaire, et qui ne pas justifié. Alors, on a eu d'abord des projets Antilope, après ça menace CGPS, ça a toujours des noms exotiques. Ça veut dire que nous avons encore un problème avec la maîtrise du personnel de l'administration camerounaise et qu'il faut faire quelque chose parce que l'état de productivité de notre administration est devenu carrément un trouble à l'ordre public. Vous avez des militaires qui sont devant les microfinances, vous avez des enseignants qui sont par leur poste. Pendant ce temps, on a besoin d'enseignants, on a besoin de policiers, on a besoin des gens au front avec ce qui nous est imposé. Cette liste-là révèle qu'il faut mettre fin au désordre et s'il faut la fin de la récréation dans l'administration camerounaise. Merci Hervé Emmanuel. Comme Frédéric Bongou, bonjour, bienvenue. Bonjour Bouba et bonjour à tous les spectateurs des canaux internationaux. Une centaine de migrants morts dans un naufrage du côté de la Libye. Comment sortir de ce drame à répétition sur la route de l'exil en Europe? Comment sortir? C'est une question vaste. C'est une question vaste qui démontre le clivage aujourd'hui du monde. D'un côté des nantis et de l'autre des pauvres, des démunis, des pauvres airs qui cherchent par tous les moyens à s'en sortir. Et donc, quelle leçon? Première leçon, c'est qu'il faut partager, n'est-ce pas, les fruits de la croissance. Je veux dire qu'il faut pouvoir partager pour que, peut-être pas également, mais pour que l'ensemble de l'humanité se sente bien où elle est. Et pour nous, les Africains, c'est un appel à la bonne gouvernance, parce qu'en effet, si on est développé, si on a des infrastructures, si les gens peuvent rêver à des lendemains meilleurs, je pense qu'ils ne prendraient pas le risque de courir à travers les mers. Aller chercher le Eldorado. La pitance ailleurs. On a vu l'image de ce garçon de 3 ans sur une plage. Il fuyait la guerre en Syrie. Voilà.
Bon, cette guerre-là, qui a allumé la flamme, la mèche. Donc, c'est une question globale qui apporte, qui, à mon sens, demande une réponse globale. Mais il faut surtout que les pays du Sud, les dirigeants des pays du Sud, prennent à leur propre compte ces drames humains-là à répétition pour pouvoir mettre sur pied, effectivement, une société où il fait bon vivre pour tout le monde. Merci Frédéric, merci aux uns et aux autres. On prend le reste de l'actualité. C'est avec Debo Harley Andébé, la revue de presse. Kerawa endeuillé, Kerawa meurtri par un double attentat kamikaze. 34 morts, bilan provisoire de 2 attaques commises, l'une en plein marché de cette localité frontalière, l'autre au centre de santé militaire du bataillon d'intervention rapide. Évident pour le gouvernement d'appeler au calme. La teneur d'un point de presse donné en soirée du jeudi 3 septembre par le ministre de la Communication. En présentant les condoléances du chef de l'État aux familles si durement éprouvées, Issa Chirouma Bakari a exhorté les populations à ne pas céder à la peur et à redoubler de vigilance face aux méthodes lâches d'un ennemi nommé Boko Haram. Un point de presse du ministre de la Communication qui intervenait un jour seulement après l'installation des membres de la Commission des actions médiatiques gouvernementales. Commission qui a pour mission de mettre à la disposition du public une information qualitative et quantitative dans le cadre de la lutte justement contre Boko Haram. Surtout en cette période de rentrée scolaire où la peur est remontée d'un cran. Pour la première fois au Cameroun, la reprise des classes sera hantée par la psychose des attentats suicides. Le ministre des Enseignements secondaires prescrit la mise sur pied des comités de vigilance et des polices scolaires. Louis Bapès qui met aussi en garde les potentiels établissements clandestins, oubliant toutefois que la rentrée est marquée par la cherté et la rareté des livres scolaires au centre de cette crise. Selon Émergence, le ministre du Commerce et Madame le directeur général des douanes, les deux personnalités se rejettent d'ailleurs les responsabilités. Responsabilités qui incombent désormais au groupe Bolloré dans le cadre de la gestion du terminal à conteneurs du port en eau profonde de Kribi. On y voit plus clair à Cameroun Tribune. Défi actuel revient sur les dessous des tractations entre le gouvernement et la France. La France justement selon Baoba à travers son chef d'État qui a pesé de tout son poids dans cette négociation. En choisissant officiellement le consortium franco-chinois, le président de la République du Cameroun, selon Génération Libre, vient une fois de plus de siffler la fin de la récréation pour une renaissance de la France au Cameroun. La formule est l'émergence qui s'appuie non seulement sur la victoire du groupe Bolloré, mais également d'une autre société française nommée Gemalto qui s'empare du contrat sur la sécurisation de l'identité du Cameroun. Au Cameroun, où l'Institut national de la statistique ne s'accorde pas avec le chef de l'État sur le climat des affaires. Selon le Financier d'Afrique, l'INS révèle que l'investissement privé au Cameroun a contribué pour 2,7 points au PIB en 2014 contre 0,2 points pour le secteur public, alors que le chef de l'État affirmait le 31 décembre 2014 que c'est l'État qui jouait un rôle prépondérant dans l'accélération de la croissance. On reste en économie pour apprendre du quotidien économique que la BEAC retire les coupures plastifiées introduites sur le marché en début 2015 et n'ont pas donné satisfaction de sources internes à la Banque centrale. De la BEAC à la Standard Chartered Bank, dirigée désormais par un Camerounais nommé Mathieu Mandon, sa promotion arrive après celle de sa compatriote Vera Songwe comme directrice des SFI Afrique de l'Ouest et du Centre. Du centre au sud, Cameroun, précisément dans le département d'origine du chef de l'État, où constate le jour la multiplication des projets de développement. Il ne se passe plus un mois sans que l'on assiste à la visite d'un ministre sur le site de l'un de ces multiples projets de développement réalisés dans le Djaïlobo. Des multiples projets dans le département, un est justement au point mort. Sam Limamongon, baptisé la route du président, est en arrêt. Le ministre d'État au public l'a évoqué au cours de l'interview accordée au quotidien L'économie. Patrice Ambassala a également évoqué l'axe Bafoussam-Bamenda, l'autoroute Yaoundé-Douala et le paysage routier, un secteur pourvoyeur de fonds pour notre budget dont l'exécution est sérieusement entravée par le cumul des fonctions, seulement 25,16% d'exécution du budget 2015 du ministère des Finances au 31 juin 2015. Pour diapason, les textes portant organisation des départements ministériels doivent être revus dans le sens de prendre en compte les innovations introduites par l'approche programme. Pas de programme en vue pour la coalition Marafa Amidou Yaya à Tangalamabara et pourtant,
le fait que les deux ex-secrétaires généraux de la présidence de la République, ennemis d'hier, tous condamnés dans l'affaire Bibidjet 2, aient choisi de confier leur défense à une même avocate, Maître Alice Nkom, redoute le pouvoir de Yaoundé selon Essingam. Du nom de cet arbre géant majestueux de la forêt équatoriale, qu'on peut comparer à la CRTV au milieu d'un secteur audiovisuel camerounais tourné vers le numérique, un vent de rajeunissement des effectifs souffle au sein de l'Office des radios et des télévisions à capitaux publics. Après le redéploiement du personnel cette semaine, seulement des interrogations de mutation sur le sort réservé à certains journalistes de renom. Courage et félicitations au journal L'Intégration qui, dès ce lundi, va tirer le numéro 200. Et cela vaut toute une célébration qui s'articule autour de 2 jours d'activité. À dimanche, si plaît à Dieu. Merci Debo Harley en DB, et puis on profite de l'occasion pour adresser toutes nos félicitations aux doyens, à savoir Anani Rabi Bindi qui s'est marié hier. Voilà, félicitations à Anani Rabi Bindi. Hervé Emmanuel, comme vous aurez à dire ce que vous avez à dire à la fin de l'émission. Mais pour l'instant, on ouvre le débat, on commence avec la rentrée scolaire qui est déjà annoncée pour demain. On commence par vous, Frédéric. Demain, la reprise des classes. Pourquoi ce sentiment d'impréparation qui se dégage à chaque rentrée scolaire, tant du côté des parents que du gouvernement? Parce que nous avons la culture de la dernière minute, je pense. Aussi simplement que ça. Chez les parents, ils attendent la dernière minute. Je préfère dire, nous attendons généralement la dernière minute, parce que je ne suis pas peut-être exclu. Ce qui fait qu'on est toujours en train de courir, en train d'essayer de rattraper des choses, parce qu'il y a toujours ce manque de planification. Mais je pense qu'au niveau des parents, vu les vicissitudes de la vie, on peut peut-être comprendre. Mais ce qu'on comprend moins, c'est au niveau de l'administration. Ils sont là précisément pour prendre des mesures, pour anticiper. Et là, il y a plusieurs enjeux, effectivement. Déjà, il y a, pour le primaire, par exemple, il y a la question de la gratuité, n'est-ce pas? Comme vous le savez très bien, malgré le décret pris par le président de la République, on continue de payer l'école primaire au Cameroun. Ensuite, vous avez cette menace Boko Haram. Qu'est-ce qui a été prévu dans les écoles? Parce que vous savez que Boko Haram a pris, utilise de préférence les enfants, les gamines, les gamins, comme kamikazes. Or, précisément, les écoliers ont des cartables qui sont donc des réceptacles, qui peuvent devenir des réceptacles naturels à la dissimulation de ces engins de la mort. Quelles sont donc les mesures qui ont été prises en amont pour pouvoir évacuer ça? J'ai entendu parler au ministère de la police scolaire. On espère simplement qu'elle va être effective, parce que précisément, si on ne fouille pas les cartables à l'entrée des écoles, il y a un risque majeur de mon point de vue. Il y a un risque majeur de mon point de vue. Et donc, il y a un ensemble de mesures. On peut également évoquer la question des manuels scolaires, n'est-ce pas, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi choisir 3 ou 4 livres pour une classe et non choisir 1 ou 2? Cela fait spéculer, et évidemment, dans les chaumières, on ne comprend pas parce que, effectivement, ça diffère d'un établissement à l'autre. Aujourd'hui, un cadet ne peut pas utiliser le livre d'un aîné parce qu'à chaque année, il faut changer, il faut multiplier les fournisseurs, il faut changer des livres au programme. Donc tout ça donne un peu l'impression d'une cacophonie, et ce que vous avez dit d'impréparation. Sur le plan sécuritaire, il y a de particuliers qui ont pris des dispositions parlant des initiatives sur le terrain. Il y a des rentrées scolaires académiques, lutter contre la menace Boko Haram. C'est une activité menée par un de nos collègues Borega. Restons un peu sur l'impréparation, maintenant de la part des parents. Est-ce que vous avez le sentiment que le pouvoir d'achat des Camerounais permet aujourd'hui d'envisager sereinement une rentrée scolaire et virtuelle? Là, vous touchez le doigt, parce que Frédéric a fait une description fidèle de la situation. Moi, je suis à la fois parent d'élèves, président d'un conseil de 4 groupes scolaires avec plus de 3600 élèves à la cité SIC, et je fais de la politique. Alors, moi, il y a un problème qui m'interpelle, c'est que la santé, comme l'éducation, ne peut pas être des marchandises de commerce comme les autres.
Et il fallait qu'à terminer par cette flambée du coût de l'éducation. Et je pense qu'on est là au cœur du débat démocratique. Je suis un garçon qui a progressé dans la vie, je crois avoir progressé, grâce à l'école publique qui est pour moi un ascenseur social. Donc j'ai fait l'école avec un Mamadou Ibineta à l'école, Mamadou Ibineta est devenu quand je les ai encore. Quand je vois le coût de mes deux jeunes dernières qui sont entrées en classe de 6e dans deux établissements, 88 000 francs les livres pour chacune, je pense que là, on rentre dans un système censitaire où les pauvres n'iront plus à l'école. C'est-à-dire, en plus du fait qu'on change les programmes chaque année, il n'y a pas d'économie pour les livres. C'est-à-dire moi, j'allais chercher des livres au dernier poteau. Et là, ce n'est plus possible. Il n'y a plus d'école pour les pauvres. Ça veut dire que le fils de mon gardien, de mes employés, ne pourra pas aller à l'école à ce tarif-là. Je parle de l'enseignement secondaire actuellement, sans parler des problèmes du primaire ou avec les APE, les écoles sans enseignants, alors qu'il y a des gens qui perçoivent les salaires sans travailler. Donc, on est au cœur du débat démocratique et je pense que le membre du comité central du RDPC qui est là se doit de lancer un cri pour que l'État reprenne dans sa fonction régalienne son rôle de régulateur pour que l'école ne soit pas marchandisée au point où ils deviennent censitaires. Ça veut dire que ce sont les enfants des riches qui vont continuer à tenir la dragée haute. Et là, on est au cœur de l'inégalité devant le service public de l'éducation nationale. Je termine en disant ceci, si on ne fait rien, nous risquons d'avoir un retour de bâton beaucoup plus grave parce que ceux qui vont, n'est-ce pas, ne plus aller à l'école, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que c'est à cause du coût économique de l'école, ils vont remplir les groupes de la grande criminalité, voire des groupes terroristes, des écoles coraniques et tout. Il faut qu'on remette le problème de l'école et qu'on régule le coût du livre, le coût des produits pharmaceutiques et que l'école redevienne égalitaire et une mobilité sociale pour tout le monde. Alors Célestin, au-delà du problème de la charité des manuels scolaires et même de l'enseignement, il y a un problème de rareté de ces manuels-là. Comment sortir de ce problème de prix de manuels scolaires qui donne des vertiges aux parents? Je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. L'État, en matière d'éducation nationale là-bas, a stabilisé le prix des manuels scolaires. Notamment, on a Messa Presse, qui est censé être l'éditeur des manuels scolaires, qui se permet même pas de mettre à suffisance en temps utile les manuels à la disposition des parents et des élèves. C'est extrêmement dommage. Nous avons un ministère du commerce qui devrait faire un boulot de stabiliser le prix des manuels scolaires, parce qu'en matière de didactique, on doit absolument détaxer tout ce qui est intrant et machine relatif à l'éducation de nos enfants. Je considère simplement qu'aujourd'hui, on a une commission nationale d'agrément qui se permet d'arroger, de distribuer 3-4 agréments sur un même manuel scolaire pour une même année, ce qui fait qu'il y a quand même un enseignement à géométrie variable. Et c'est dangereux pour la cohérence de la formation. Pourquoi? Parce que moi, je me souviens en classe de seconde et de première, j'ai étudié la tragédie du roi Christophe et le cas de notre pays natal, que mes aînés de 25 ans avant avaient étudié. Donc ça veut dire que sur une génération, on avait les mêmes formations. Aujourd'hui, quand un livre rentre dans la liste des manuels scolaires, ça dure tout au plus 5 ans maximum. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un véritable mafia business de commerce des livres, qui fait que et les libraires et les éducateurs n'ont plus dans leur esprit l'intérêt général. Or, l'éducation est un maillon essentiel du système éducatif et l'État ne prend pas en charge sa véritable mission. Donc, ça pose un véritable problème au niveau de l'éducation des enfants. Moi, j'ai inscrit mon fils il n'y a pas plus d'une semaine à Yaoundé et je peux vous dire que j'ai payé 102 000 francs. C'est-à-dire qu'entre les manuels scolaires, la tenue scolaire et les pensions, c'est extrêmement grave dans une école privée. Pourquoi ton fils ne va pas à l'école? Je voudrais, non, là c'est une question qui ne te concerne pas, mais c'est pas là le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de l'école primaire publique, comme l'a rappelé Frédéric, la Constitution garantit à nos enfants la gratuité de l'école. Or, sur le terrain, on voit que nos directeurs d'école, les proviseurs ne respectent pas ce principe. Et le président de la République ne dit strictement rien. Il est au courant de tout ça. Et je pense par ailleurs qu'on devrait créer un fonds d'allocation parentale pour la rentrée scolaire. Alors les dépenses que M. Biya fait en Suisse à coups de milliards à durée de semaine pourraient permettre effectivement à nos parents qui sont
paupériser complètement, de bénéficier d'une allocation de rentrée scolaire et de permettre aux familles qui ne peuvent pas inscrire leurs enfants de pouvoir le faire. Or, ce n'est pas le cas. L'argent est dépensé n'importe comment pour des voyages somptueux, des vacances totalement inutiles, alors bien que non, laissez-moi finir. On vous a compris, Célestin. Il ne faut pas que la question de paysan vous dérange. Simplement non, ça ne me dérange pas. Il y a beaucoup de familles simplement au Cameroun qui ferait bien de bénéficier d'une allocation qu'on devrait imposer aux familles parce que nous sommes aujourd'hui dans une misère qui ne dit pas son nom au Cameroun. Alors, juste pour vous rassurer, hein, Célestin, si la question du président me dérangeait, je n'avais pas à vous inviter, donc vous pouvez parler du président comme vous voulez, mais ne dites pas des contre-vérités sur le président. Alors, sur la question, il a droit aux vacances aussi, hein, oui, le président de la République. Voilà. Alors, la rentrée scolaire étant un grand moment de la vie nationale, est-ce qu'il n'est pas, par exemple, pour rejoindre l'idée de Célestin, il n'est pas, par exemple, nécessaire qu'on commande l'organisation d'un conseil de cabinet extraordinaire afin d'élaborer une stratégie gouvernementale commune? C'est une question extrêmement sensible, vous avez raison, au regard des contributions des uns et des autres. Mais vous savez quand même que sur cette question, le ministre des Enseignements secondaires a tout le taureau par les cornes. Je crois qu'il a fait tout pour mobiliser les mouvements à la tête des différents établissements depuis quasiment un mois. Il n'y en a plus que pour les nominations dans l'enseignement secondaire. Mais davantage, il faut comprendre que la cacophonie vient de ce que la camerounisation des manuels scolaires a échoué. Parce qu'on a parlé de Mamadou Bineta, ça c'était l'Afrique occidentale. On est venu encore avec les nouvelles éditions africaines, les Larousse, c'était toujours extraverti. Aujourd'hui, on a essayé de concevoir les programmes qui ne convoquent pas nos enfants à se familiariser à Mamadou Bineta, mais beaucoup plus vous entendez les noms comme Abena, Fotio, Essomba, pour vraiment ramener. Voilà. Malheureusement, l'État n'a pas suivi de manière à faire émerger des éditeurs qui puissent assumer la production locale de manière à ce que la pénurie ne puisse pas se faire sentir. Maintenant, quant à un conseil de cabinet, c'est absolument incontournable. C'est un conseil de cabinet qui peut permettre d'évacuer des réglages qui sont encore à l'emporte-pièce, notamment cette question sécuritaire qui était en ouverture de l'émission que vous avez évoquée et pour laquelle une région comme la région de l'extrême nord a réussi à organiser en moins de 2 semaines 14 sectoriels pour essayer d'identifier les secteurs immédiatement en rapport avec l'éducation de manière à susciter des mesures préventives permettant aux enfants de rentrer à l'école parce que Boko Haram a promis d'attaquer notamment les écoles chrétiennes, les écoles publiques dans l'extrême nord. Donc, il faut absolument un conseil de cabinet qui devra articuler tout cela pour que le déploiement puisse être conséquent sur le terrain. Alors, Michel, l'école est chère, les livres sont rares, et d'autre part, on parle de la gratuité de l'école. Qu'en est-il donc justement de cette gratuité de l'école primaire au Cameroun? Est-ce qu'il s'agit là d'un vœu pieux? J'ai tout à l'heure suivi Hervé parler, il a fait son école primaire dans un établissement public. Il faut quand même comprendre que nous-mêmes, nous sommes responsables de notre turpitude, nos autres parents. Parce qu'en fait, d'école de proximité, les parents ont développé le snobisme. Je dis que mon enfant fréquente... moi, je suis en classe. Voilà, donc aujourd'hui, quand nous entrions effectivement à Saint-Jean-Bosco à Liberman, je peux vous dire que la pension n'était pas de l'ordre de plus de 10 000 francs. À Saint-Jean-Bosco, moi, j'ai bénéficié du statut où les prêtres, quand mon papa avait pratiquement 11 enfants, on tenait compte de son salaire. Et on disait, bah, écoutez, comme tu as 11 enfants et que 7 sont ici, on essayait d'évaluer et nous payons à peu près 2500 la pension. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avions des enfants ou des femmes qui nous imposent que nous devions mettre nos enfants en fistelle. Pendant que vous n'avez pas des revenus qui vous permettent d'aller inscrire un enfant dans une telle école. Nous avions une école primaire publique tout à côté de la maison. On vous dit non, c'est une école qui n'est pas assez équipée. Donc ce qui fasse que les parents se retrouvent en train d'aller mettre un élève à 12 km de la maison. Ça crée aussi ce problème. Mais quant à la gratuité de l'établissement, ceci vient à remettre en cause effectivement un décret présidentiel qui date de plus de 12 ans aujourd'hui et qu'on en soit toujours à se poser bien des questions. Pourquoi est-ce que les enfants du primaire continuent à payer, à verser de la pension
Et cela se dit. On n'a pas besoin que ce monsieur Biya qui ait signé le décret. Le préfet à son niveau, le gouverneur à son niveau devrait prendre des mesures d'application de ce décret du président de la République ou même du sous-préfet. Pourquoi attendre? Les maires aussi, dans la loi de la décentralisation. Absolument. Oui, Absolument. Ils ont le droit de regard. Et ça se passe aux yeux, au vu, au su de tout le monde. Donc, quand une société commence par pourrir, c'est vrai qu'on commence à dire que le poisson pourrit par la tête. Mais on a peur que des éléments primaires d'une application d'un décret présidentiel. En soi, ce qu'on en suppute là-dessus pendant 10 ans, c'est inadmissible. Et il n'y a pas longtemps, je me suis retrouvé avec le professeur Aboya. Il y a cette histoire des écoles. J'ai vu le ministre des enseignements secondaires sortir une liste des écoles clandestines là, pour essayer de voir si en réalité nous sommes rentrés dans une phase de contrôle. Est-ce que vous pensiez que ces écoles, si vous avez inscrit 10 000 enfants ou bien 1000 enfants dans une école et qu'on vient dire 2 mois après que vous êtes une école irrégulière, ça sert à quoi? Moi j'ai déjà encaissé de l'argent. On en est à lutter contre un système tout en laissant le système. C'est parce que c'est ça le problème. Alors, Hervé Emmanuel Combe, justement sur la question de cette école clandestine, on parle de ça chaque année, on sort une liste des écoles dites écoles clandestines. Pourquoi ce phénomène perdure? Non, mais je crois que là, c'est un peu à l'usage politique ou c'est la représentation. Le véritable... Mais ce n'est pas une réalité? C'est une vue de l'esprit? Non, je voulais dire qu'on en parle, mais on ne fait rien. Et pourquoi? On peut agir. Et pourquoi? Parce que tous les désordres, que ce soit les désordres urbains à Douala ou ailleurs, ou que ce soit toutes les violences, ça prospère sur les démissions de l'administration. Il faut que l'État de droit, l'autorité de l'État sévisse. Et il ne faut pas courir derrière ces bandits, parce que pour moi, ce sont des bandits. Il faut être proactif, c'est-à-dire poser des règles et des conditions qui rendent impossible la création de telles institutions. Moi, je vous ai dit, Bouba, que nous sommes devant un débat démocratique et nous devons l'aborder tranquillement. Est-ce que l'accès à l'éducation est égalitaire? Il faut que cet accès soit égalitaire. Et l'inégalité se cache parfois à la périphérie. Il ne suffit pas qu'il y ait un décret qui proclame l'égalité. C'est dans le quotidien. Je suis président d'un conseil de l'école. L'école est devenue une espèce de dépotoir de démission de la famille, de l'État, de tout le monde. Vous avez des enfants qui se lèvent le matin, qui n'ont pas mangé, parfois ne se sont pas lavés, ont mal dormi, n'ont pas eu d'électricité, il y a eu des coupures, et qui rentrent dans l'enceinte de l'établissement. Et les maîtres deviennent quoi? Des assistants sociaux, des gens qui recueillent tout ce malaise social qui n'est pas réglé ailleurs. Il faut donc qu'il y ait un État, des États généraux de l'éducation qui mettent en scène tous les acteurs. C'est une famille d'éducation, les parents, les enfants, les enseignants, les collectivités territoriales, pour qu'on repense l'école, que ça soit un lieu de formation de bons citoyens et un lieu où on construit l'égalité. Le professeur Aboya me soufflait tout à l'heure, l'école doit redevenir républicaine. Et c'est l'école qui a fait que je suis devenu ce que je suis. Il faut que ça soit valable pour tous ceux qui viennent après nous. Donc, dans le cours de l'école se cache en fait un vrai débat démocratique. Ça ne peut pas continuer parce que sinon, ça va augmenter la fracture sociale. Il y a une fracture on en est arrivé même à ce fait même au point. Frédéric, le plus élevé, il faut prendre les banderoles publicitaires qui se pavanent avec des universités fantômes. Voilà. Et on se demande exactement une école, une université qui fabrique tous les ingénieurs, tous les docteurs, et on laisse que ça s'inscrive et c'est public, tout le monde voit des banderoles. Même le GICAM vient de créer une école, une parenthèse. Tout le monde fait du commerce de l'enseignement. Comment comprendre donc... Au lieu d'embaucher les gens, ils vendent... D'accord, Frédéric, on va poursuivre. Comment comprendre donc, par exemple, qu'un certain nombre d'établissements scolaires soient créés à travers l'ensemble du territoire national, sans infrastructure, sans personnel enseignant qui va avec. À quoi tient cette démarche du gouvernement? C'est une démarche politicienne. C'est une démarche bassement politicienne. C'est vouloir donner l'impression qu'effectivement, au niveau du gouvernement, il y a des choses qui sont faites. On tient compte de la démographie, on tient compte du nombre, on veut tenir compte des ratios dans les salles de classe. C'est simplement cela. Et donc, quand vous arrivez, vous poussez la réflexion au bout, vous vous rendez compte que, mais tiens, finalement, en fait, on se moque de tout le monde.
on se moque de tout le monde parce que dans le même temps, il y a des établissements qui sont suréquipés, il y a des établissements qui ont plus d'enseignants, parfois 2 ou 3, et pas d'élèves, 2 ou 3, alors que dans les zones rurales, effectivement, il n'y a personne. Il n'y a personne, même les enseignants qu'on y affecte, ils vont pour prendre le service et on revient au problème d'introduction. Mais pourquoi ne pas résoudre le problème d'enseignants une fois sortis d'école pour qu'ils puissent également avoir de quoi pouvoir se... Mais précisément, je pense que c'est de ça, ils sont payés pour ça. Ils sont ministres pour ça. Le président les nomme pour ça, pour réfléchir. Moi, je vois, par exemple, au niveau rural, on pourrait intéresser les enseignants à y aller. Je veux dire, on pourrait mettre des mesures incitatives pour ceux qui y vont, par exemple, qui vont dans l'arrière-pays. Parce que, comme Hervé le disait, l'éducation doit être égalitaire. Et l'école doit redevenir républicaine. Si on met, par exemple, un paquet si on met des mesures incitatives en place, lorsque vous acceptez d'aller à la périphérie, en zone rurale, vous avez droit à cela. Par contre, vous qui restez en ville, effectivement, vous ne pouvez pas en bénéficier. Je pense que la France a résolu ce problème dont évoque Frédéric, c'est très important. Tous les fonctionnaires qui acceptent d'aller dans les territoires et départements d'outre-mer ont 40% de revenus supérieurs à la moyenne de ceux qui sont sur le continent. Donc je crois qu'il faut une incitation, même si elle est d'apparence inégalitaire. Nos professeurs sont habitués à faire des vacations dans les collèges. Absolument. Alors s'il va dans une ville où il n'y a qu'un lycée, alors quand on l'envoie, on dit qu'il aura du mal à présenter, à faire des cours ailleurs. Alors, Célestin, le professeur Aboya tout à l'heure. Je n'avais pas terminé. Chutez donc, chutez rapidement. Si vous permettez, je vais chuter. Mais je voulais quand même revenir sur ce que Michel Michaud-Moussala a dit tout à l'heure. Je pense que c'est marginal. Je pense que c'est très marginal les parents qui font du snobisme. Parce que pour faire du snobisme, il faut avoir déjà les moyens derrière. Et là, on parle de la grande majorité des parents d'élèves qui sont effectivement paupérisés, pour reprendre le terme de Célestin Djamel. Alors Célestin, tout à l'heure le professeur Aboya parlait de la rentrée scolaire dans la partie septentrionale du pays qui intervient dans un contexte particulier marqué par les attentats. Est-ce que vous pensez que la communauté éducative est prête à relever ce nouveau défi? D'abord, je vous rappelle que j'ai été dans l'instrument au mois de mars, j'ai passé 10 jours à Moa et à Mabo. Il y a eu pratiquement dans cette ville, dans le Haut-Sanaga, notamment à Moa, pratiquement 7000 enfants camerounais et nigériens qui étaient réfugiés dans les écoles publiques. Donc, il y a un vrai problème pour les enfants déplacés à cause de l'insécurité suscitée par Boko Haram. Et je crois que l'État n'a pas pris suffisamment la mesure des choses pour essayer justement, à travers les préfets, les sous-préfets, d'assurer une sécurité draconienne pour ces enfants-là. Par ailleurs, on sait très bien qu'avant la guerre, les parents d'élèves dans le septentrion, et en particulier dans l'extrême nord, avaient du mal à envoyer leurs enfants à l'école. Souvent, peut-être pas tradition, très souvent, mais souvent parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Je crois que c'est aussi le rôle de l'État, n'est-ce pas, d'essayer de désenclaver cette région qui est assez déshéritée sur le plan, non seulement matériel, mais également sur le plan, comment dirais-je, le plan scolaire. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, dans l'extrême nord, il faut impérativement... Vous pensez qu'il y a combien d'écoles, d'établissements? Moi j'ai vu là-bas... Non, l'extrême nord est extrêmement grave. J'ai vu là-bas des écoles sous l'arbre. J'ai vu dans l'extrême nord des écoles sous l'arbre. Des enfants qui allaient à l'école publique sous l'arbre. C'est absolument hallucinant. Mais on le voit ici à Ndjombe, tout à côté à Manga, on a vu des écoles entièrement détruites. Permets-moi de te le dire, je te parle de ce que j'ai vu de mes propres yeux. Des enfants qui allaient à l'école sous l'arbre. Ça, c'est inadmissible au XXIe siècle. Donc ça, c'est la responsabilité de l'État. Michel, vous le laissez poursuivre. Ce qui se passe dans la ville de Yaoundé se passe également à l'extrême nord, au niveau des APE. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, l'État continue à tolérer des directeurs d'école, des proviseurs véreux qui continuent à ponctionner et à spolier, à extorquer les parents d'élèves par rapport à l'APE. L'APE est une association. Aujourd'hui, c'est l'APEE, c'est-à-dire Association des parents d'élèves et d'enseignants. Est-ce qu'il revient aux enseignants et aux parents d'élèves de sponsoriser l'école? Moi, je dis non. L'État est au courant, il n'agit pas. Donc, c'est une faute principale de l'État qui a démissionné complètement. Et je me réjouis d'ailleurs que Hervé n'arrête pas, dans une constance absolument irréprochable, dénoncer les lacunes de l'administration, dont le chef est M. Paul Biya. Moi, je dis simplement que c'est une maladie. Non, c'est pas une maladie, parce que tu sais bien... Vous avez pas la parole juste derrière lui, vous le permettez. Relève de la responsabilité du président de la République qui doit définir une politique de l'éducation, qu'il ne fait pas. On voit très bien ces failles qui sont récurrentes au pays, mais il ne dit strictement rien.
Ils préfèrent aller dépenser des milliards ailleurs, alors même qu'aujourd'hui on a des problèmes urgents qui ne sont pas résolus. Donc moi je dis simplement que, honnêtement, l'extrême nord, pour revenir à votre première question, l'extrême nord nous pose un problème parce que ces enfants subissent chaque jour des années blanches. Les années blanches, ils ne sont pas inscrits, du fait d'abord des insécurités, mais aussi parce que, bon, voilà, l'État a complètement appris sa vie. Naturellement, Hervé ne partage pas la vie. Non, je ne peux pas partager, parce que je pense que si Célestin fait une analyse, touche la question globale de l'éducation, mais il fait commerce de son appartenance idéologique et partisane. Écoutez, le véritable problème que nous avons, c'est au Cameroun, c'est que dans tous les pays du monde, l'éducation est un grand sujet démocratique. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème entre l'évolution démographique, n'est-ce pas, qui est exponentielle, et l'évolution des infrastructures d'accueil de la jeunesse. Donc ça, c'est un problème permanent. Quand je l'ai dit, on aborde ce sujet avec réalisme et sérieux, et ne pas dire n'importe quoi. Première chose, au Cameroun, chaque arrondissement du Cameroun a au moins un lycée. Ça, c'est effectif, y compris là-bas. Quand on parle de nos compatriotes de l'extrême nord, attendez un peu. Le Boko Haram n'autorise quand même pas qu'on dise tout et n'importe quoi. Il y a un problème d'une fracture culturelle aussi. Il y a des régions où les gens préfèrent envoyer leurs enfants à l'école coranique qu'à l'école publique. Et vous avez vu, tout à l'heure, quand M. Moussala parlait tout à l'heure des rafles dans certaines régions, eh bien, à Maroua, au cours d'une rafle, on a trouvé une école coranique qui tenait en otage depuis des mois, voire des années, des enfants en disant que c'est des centres de correction. Donc nous avons à la fois le problème de rendre, nous avons à la fois le problème de rendre cette école agréable à tout le monde et que tout le monde y voit l'intérêt d'envoyer son enfant, parce que cette théorie de l'équilibre régional qui faisait qu'avec le bleu vert, on avait accès au même poste que celui qui a une naissance, va s'arrêter un jour. Donc l'école pour tous, pour que le Cameroun soit un Cameroun pour tous. Et il faut le dire sans tomber dans la démagogie. Bon, et je vais régler un problème avec toi, comme Célestin. À chaque fois que tu prends la parole, c'est pour parler des dépenses du président Paul Biya. Je comprends que c'est une fixation pour toi. Aux frais des contribuables camerounais. Tout à l'heure, on parlera de l'alternance. Vous aurez l'occasion de parler de ça. N'allons pas. Le président, le fait sur les frais des contribuables camerounais. Célestin, vous permettez quand même qu'il parle parce que... Oui, Célestin, vous permettez qu'il parle. Vous ne parlez pas tous à la fois. Ne parlez pas tous à la fois, s'il vous plaît. Oui, je suis biaïste, ce n'est pas une maladie honteuse. Je préfère être biaïste que d'être dans l'état dans lequel se trouve le SDF à Douala 5e. Vous vous reprochez des votes de je n'ai pas envie de parler des investitures. Ce que je voulais dire, c'est que le problème du président, le président est une institution. Terminez, Hervé. Le président agit dans le cadre des dépenses. Terminez, s'il vous plaît. Les dépenses folles. Sinon, on ne va pas avancer, Célestin. Monsieur Ndiamène. Terminez, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas le contrôleur de gestion de l'institution présidence de la République. Ce sont nos impôts. Ce sont nos impôts, Hervé. Bon, mais je voulais dire à M. Ndiamène. Pour chuter maintenant. M. Ndiamène, tu t'es permis de porter plainte contre le président. Oh, voilà, la maladie, ça revient, voilà. Oui, c'est un sujet. Quand tu parles de la plainte maintenant, on parle de l'éducation nationale. Mais non. C'est pour montrer le caractère incroyable des problèmes scolaires, Hervé. Je parle de ce problème. On parle de problème scolaire, vous parlez aussi du chef. Non, je parle des dépenses sur les frais des contribuables camerounais. C'est de cela que je parle, et pas de monsieur le président. Essayons de nous entendre en grand homme, on n'a pas besoin de... Vous savez, je prends tout le monde à témoin pour voir comment j'ai réussi à dominer, n'est-ce pas, mon impatience de dire à Ndiamène qui nous fait perdre du temps. Je voulais dire que le président de la République est une institution, et le président de la République fait les dépenses, la présidente de la République fait les dépenses dans le cadre des allocations qui ont été octroyées par l'Assemblée nationale. Il faut cesser à chaque débat de nous ramener. Hier c'était les Maybach, aujourd'hui c'est les vacances. Ok, on vous a compris. Merci pour cette précision. On va avancer, s'il vous plaît, avec le professeur Aboya maintenant sur les préférences. Comment comprendre par exemple que les parents préfèrent envoyer leurs enfants à l'école catholique au lieu de les envoyer à l'école publique? Il y a deux aspects qu'il faut prendre en compte. Et je crois que Hervé l'a suffisamment indiqué lors de sa première prise de parole. Il faut que
les municipalités soient impliquées dans la carte scolaire. Hein, parce que ailleurs, un peu partout, le maire a une fonction importante en matière scolaire. Absolument. Et on peut effectivement empêcher à ce qu'un enfant qui vit, comme Bonamous a dit, ne soit forcément évacué au lycée Dios à Bonadjon, où les problèmes de transport, d'embouteillage vont perturber la sérénité de cet élève qui va à l'école. Maintenant, par rapport au choix des écoles confessionnelles, en gros, c'est un problème de discipline, c'est un problème de sérieux, c'est un problème d'encadrement. Aujourd'hui, quand on regarde l'indiscipline caractérisée dans les lycées d'État, les parents rechignent à envoyer les enfants là où il y a un laisser-aller et préfèrent envoyer les enfants là où les écoles confessionnelles quand même garantissent un minimum de discipline, un minimum de crédibilité dans les enseignements, un minimum de crédibilité dans les résultats. Et notamment, c'est l'État lui-même qui fait le classement des établissements performants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fait. C'est l'État qui assume que ces lycées ne sont pas performants. Et les parents suivent le classement que l'État leur propose. On dirait que l'État dit aux parents que voilà les établissements performants. Envoyez vos enfants auprès des établissements qui satisfont à nos exigences. Parce que c'est l'État qui fixe le cahier des charges. Donc c'est pour cela que, à mon avis, les parents suivent les conseils que l'État leur donne à travers le classement que lui-même fait en toute liberté. On a surabondamment parlé des enjeux. On va terminer avec vous sur cette question maintenant, les défis. Selon vous, pour cette rentrée académique, ce sont lesquels? En fait, le rôle que nous jouons ici est assez édifiant pour que les parents s'en tiennent, ou bien que l'administration voie un peu le sens critique que nous développons pour que les choses aillent pour le mieux. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de raison que nous passions 2 heures sur un plateau pour donner un peu une idée et même critiquer un peu les faits de société, parce que nous sommes tous parents et nous sommes concernés, il n'y a pas de raison. Mais moi je pense que, sans être fataliste, je pense que si nous nous mettions aussi, il y a une véritable volonté politique, il y a une véritable volonté d'impulsion de ce qui se passe ailleurs, qu'on imite un tout petit peu. Tout ce que nous aurions dit, le professeur Aboya, Hervé et tout le monde sur ce plateau, pourrait permettre à ce que l'administration, l'État mette un peu du temps pour voir que l'éducation c'est quelque chose de fondamental, et c'est de cette éducation qu'aujourd'hui nous nous sommes assis ici et que nous avions hérité, que nous essayons de faire à ce que les enfants aussi aient le chemin un peu positif pour que demain, les lendemains soient meilleurs. On espère que demain sera meilleur. C'était là le thème consacré à la rentrée scolaire, enjeux et défis de la rentrée scolaire. On va prendre une petite pause pour retrouver la seconde thématique de ce programme. On parle à présent du Cameroun et le renouvellement de sa classe politique. J'invite surtout Hervé Emmanuel comme et Célestin à bien se tenir, parce qu'auquel cas je vais utiliser les gros ciseaux pour vous museler. Alors je commence par vous, le politologue. 25 ans après le retour au multipartisme, c'est toujours le règne des présidents fondateurs à la tête des principaux partis politiques. Est-ce que l'alternance est bloquée au Cameroun? Je vous interroge en tant que politologue pour que vous balisiez le chemin. L'alternance sur le plan politique? Oui. À la tête des partis? Oui. Non, je pense que cette question est une question fondamentale. 2 alternances, hein, politique et puis au gouvernement aussi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je pense que cette question... Justement, c'est une question... On n'a pas dit qu'il y a un problème. Tu vas pas suivre. Je vais dire qu'il y a à mettre en adéquation l'espace public et les pratiques politiques. Je pense que tout l'enjeu est là. Est-ce que l'espace public, tel que structuré par les transitions politiques, devait aboutir à la déconstruction et après à la reconstruction des pratiques politiques? C'est là tout le débat. On constate que le monolithisme
a conquis et a domestiqué le pluralisme et a contrôlé la situation. Et c'est tout l'enjeu. Donc nous sommes aujourd'hui dans une réappropriation du pluralisme par le monolithisme ambiant dans les différents partis politiques. Parce que les gens ont fait semblant d'accepter la démocratisation, les gens ont fait semblant d'accepter les valeurs démocratiques et ont imposé, bon gré mal gré, des pratiques autoritaristes sous le couvert de la démocratie. C'est pour cela que nous voyons que tous les partis politiques souffrent d'un problème de démocratie interne en leur sein. Donc, je ne veux pas énumérer les partis, tout le monde connaît les partis où les présidents fondateurs ont la tête, ont la dent dure par rapport à la concession des espaces effectués aux autres. Le SDF, RDPC, UNDP, c'est la même chose, UDC, c'est la même chose, les partis, les leaders de partis sont restés fermes dans leur position et n'ont concédé aucun espace aux prétendants à ces positions de pouvoir, parce que ceux qui contrôlent le parti contrôlent quand même l'appareil qui maîtrise les investitures, qui maîtrise le déploiement dans les nominations, notamment dans le gouvernement. Donc je pense que ces nominations ne peuvent pas se faire sans le contrôle partisan, sans les garanties de ce que les gens sont idéologiquement engagés et qui peuvent être donc par conséquent professionnellement aptes à assumer les idéaux tels que décrits par les partis. Alors Célestin, vous comprendrez certainement pourquoi je vous pose cette question à vous, à l'instar de Nidjon Fundi. L'opposition estime qu'un parti politique n'est pas un État et qu'on peut durer à la tête d'une formation politique sans que cela ne porte une conséquence. C'est votre avis aussi? Mais évidemment, c'est mon avis. D'abord, je voulais dire que... Vous comprenez donc pourquoi je vous pose la question? Oui, je comprends toujours les raisons. Le professeur Boya a parfaitement raison de parler de monolithisme. Parce qu'en vérité, quand l'État RDPC, parce que c'est un État, le RDPC, le président national... Hervé, vous le laissez parler. Vous voyez, Hervé, vous le laissez parler. Il me reproche d'interrompre, et maintenant il est le président. Hervé, vous le laissez parler. Allez-y. Non, il peut continuer, il ne va pas me déstabiliser, il le sait très bien. Je voudrais rappeler que nous sommes l'une des ambiguïtés en Afrique parce que le président de la République du Cameroun, qui est censé être le président de tous les Camerounais, est président d'un parti national en compétition. Il est évident qu'on ne peut pas être jugé parti et tout ce qu'il va faire, c'est en faveur de son parti. Ce que je veux dire, c'est que quand le professeur Abouya parle de monolithisme, il a raison, puisque on a créé le multipartisme avec un parti dominant, qui est le RDPC, mais il n'y a pas de démocratie, tout le monde le voit. On le voit à travers l'édification de l'ECAM, qui est pratiquement inféodé les éléments majoritairement du RDPC, c'est parfaitement démontrable. On le voit à travers le code électoral, qui à travers l'article 41 alinéa 4 dit strictement que le président du conseil électoral, le directeur d'élection du Cameroun, sont rémunérés par décret du président de la République. Et l'article 44 ajoute que si le président de la République estime, qui est en même temps le président du RDPC, que l'un des présidents est défaillant, s'il estime, donc s'il ne lui rend pas service, il peut mettre fin à ses fonctions. Vous voyez qu'à partir de là, il n'y a pas de démocratie possible. Maintenant, parlant du SDF, je voulais rappeler qu'effectivement, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. La gestion d'une nation de 30 millions d'âmes, pratiquement, n'est pas similaire à la gestion d'un parti politique, association politique. Puisque chez nous, nous avons ce qu'on appelle des congrès ordinaires, congrès électifs tous les 4 ans, où tout se passe de manière la plus limpide, la plus transparente possible. Parmi les congressistes au SDF, il y a des jeunes et des moins jeunes qui choisissent d'élire un candidat. Je rappelle à la dernière élection présidentielle en 2011, il y a eu le congrès du RDPC extraordinaire en 2011, qui venait 16 ans après le précédent congrès, je vous le rappelle, où il y a eu un certain monsieur... Bon, le mot, je ne sais pas. Où il y a eu un certain Ferrolor, on l'appelait M. René Zenguélé, qui a fait effectivement figure de candidat, mais on savait très bien que le président national du RDPC était là pour s'auto-proclamer candidat du parti. Bon, ce que je veux dire, c'est que le chairman, Nidjon Fundi, est là par la volonté des militants du SDF. Le président de la République, qui se maintient par les méthodes que l'on sait depuis 1992 au pouvoir, l'est parce qu'il y a eu une mise en place d'un système de fraude scientifique depuis, tout le monde le sait. Il y a pas d'élection Cameroun. Hervé Emmanuel, comme à la suite de notre ami Célestin, les différents chefs de parti disent d'ailleurs qu'ils sont réunis par les militants à chaque congrès électif. Est-ce qu'ils ne s'imposent pas de force?
Non, puisque M. Nidjan Foundi, chairman de sa principauté de Santa, est élu par la volonté, y compris de Libye Lobel, Paul Biya est élu par la volonté des Camerounais. Il est élu par la volonté des Camerounais. Et je pense que la manière caricaturale avec laquelle mon excellent ami Sélestin Diamem, c'est une marque de fabrique, présente la situation, c'est simplement pour son comptoir. La vérité est que moi, je vais élargir, si vous permettez. C'est quoi la vérité sur La vérité est que le débat sur le caractère démocratique, la forme démocratique d'abord de l'État du Cameroun n'est plus à discuter puisque le pouvoir sort des urnes. Et le professeur Aboya qui enseigne la science politique pour vous dire que le débat aujourd'hui en fait, et qui m'intéresse, et je vais vous faire la surprise, c'est la relation entre le gouverné et le gouvernant. La transparence dans la sélection des hommes, la transparence dans les décisions publiques, l'efficacité de ces décisions. Et là, on a un problème. Donc, il y a des progrès à faire. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un parti politique, vous voyez, je vais répondre à la place, à la question qui n'a pas voulu, comme c'est le paradis au SDF, même si on n'a pas vu ce spectacle à droite 5e mercredi. Chez nous, à RDPC, il y a des progrès à faire. Il y a des progrès à faire parce que le professeur Aboya parlait tout à l'heure des investitures. Tout cela n'est pas souvent d'une excellente transparence. Ça ne démontre pas que ce soit les meilleurs. Ce sont les meilleurs qui sont souvent investis, les plus compétents. Je parle de ma circonscription à Douala 5e. Quand vous avez fini d'imposer des investitures, il faut aller aux élections. Et là, ça fait jojo. Donc moi, je pense que, Bouba, tu poses une question au cœur de la démocratie. Le renouvellement des élites, la sélection des hommes et la transparence des décisions. Là, ensemble, avec Célestin Diamé et ses amis, y compris les vandales qui l'accompagnent parfois, nous devons faire des progrès. Je ne peux pas laisser dire des choses pareilles parce qu'on ne peut pas poser une question sur le renouvellement de la classe politique. Il parle de vandales. Moi, je pense qu'en termes de morale, l'ADP est extrêmement mal placé pour apporter l'élection en termes de démocratie. Ok, d'accord. Il a retiré son propos. On va poursuivre. Il a retiré son propos pour dire qu'aujourd'hui, j'entends cette reproche lancinante qui consiste à dire que le président Nidjan Foundi s'accroche au pouvoir. Mais je rappelle que quand on additionne les années d'administration politique de M. Paul Biya, c'est 56 ans au pouvoir. Ce n'est pas acceptable dans aucune démocratie. Il n'y a pas de démocratie. Le partenaire du RDPC, l'UNDP, a claqué la porte lors du vote du code électoral, son propre partenaire. Et ça, vous voyez très bien qu'on ne peut pas parler de démocratie. Ok, d'accord, on va poursuivre. D'accord, on va poursuivre, s'il vous plaît, avec vous maintenant, Michel. Comment entrevoyez-vous, par exemple, l'après Biya, l'après Foundi, ou bien l'après Damjoya, Bello Bouba, au sein du RDPC, du SDF, de l'UDC et de l'UNDP? Je suis pressé pour Kamto. Ben déjà, évidemment, comme analyse politique, hein, bien sûr. je pense que... Monsieur, non, le professeur Aboya te dira qu'il a été appelé une fois comme membre consultatif du RDPC. Bon, c'est pas le cas ici. Ah bon? Pour son expertise. Pour son expertise. Donc, je veux dire... Donc, ça pose aucun problème. Je rappelle que la non, moi je veux tout simplement dire que pour la question qu'on me posait, Bouba, il ne sera pas très facile hein, de cerner le départ de tous ces leaders dont vous évoquez le nom tout à l'heure. Encore qu'il faut le voir si, en fait, au départ des têtes de ces partis, de ceux dont vous évoquez, si les partis resteront ainsi. J'ai du mal à croire que dès que Foundi quitte son SDF, le SDF gardera la flamme allumée. Si Ndamjoya quitte l'UDC, c'est autant pour le RDPC. L'UDC, c'est un parti familial. Donc, même le RDPC, j'ai toujours eu à dire que dès que M. Biya laisse son parti, je sais les souris qui quitteront le navire rapidement pour... Ça sera la débandade. Ça sera la débandade. Ça, c'est une évidence. Et ça, je peux vous le dire que de tous ces partis, j'ai du mal à faire une analyse futuriste parce que on connaît un peu comment est-ce que cela fonctionne sur le sens démocratique avec les partis. Tout à l'heure, nous avions suivi ceux qui sont concernés directement. Mais je dis, pour moi, je le redis, dès que M. Biya quittera le RDPC, vous verrez vous-même que ce serait un parti... les flammes finiront vraiment par la vaudou. Ok, alors Frédéric, quand on regarde, s'il vous plaît, c'est son point de vue, s'il vous plaît. Quand on regarde à la tête... Toujours à titre, quand vous voyez la constitution de ces partis, ceux qui y font partie,
C'est des gens qui ont été à l'UNC, les transhumances. Donc, en réalité, vous verrez que la plupart, la plupart pourront partir. Et comme vous voyez, Zonga, qui fait des mutations, un pied devant, un pied derrière, ça serait comme ça un peu dans tous ces partis. Alors, quand on regarde un peu à la tête de ces différents partis, Frédéric, on en a qui ont passé des trentaines d'années, des vingtaines, et pour la plupart des vieux. Alors, les jeunes, que doivent faire les jeunes pour bousculer les leaders qui ont fait la main basse sur ces principaux partis? La question des cadets sociaux que vous évoquez dans les partis politiques camerounais, c'est une question importante. C'est une question qui pose la problématique de la transition, effectivement, au sein des partis politiques. Mais il faut savoir qu'il y a un passé, j'allais dire, presque atavique, qui suivent tous ceux qui sont dans les partis politiques au Cameroun, de manière générale. Parce qu'il n'y a pas vraiment, personne n'a une virginité politique. Tous ont été plus ou moins, dans un passé plus ou moins récent, apparentés au RDPC. Donc, mais le RDPC n'est pas une maladie en donc j'ai envie de dire, il a dit plus ou moins, s'il vous plaît. Il a relativisé quand même. Plus ou moins, s'il vous plaît. J'ai donc envie de dire que la plupart sont partis, effectivement, avec la façon de penser qui avait cours dans le parti unique. Donc j'ai envie de dire que tous ces gens-là qui se réclament de la démocratie sont allés avec un état d'esprit du parti, un logiciel de parti unique, je préfère dire. De parti unique, voilà, de parti unique. Maintenant, et quand vous regardez le fonctionnement de ces différents partis, un peu comme ailleurs, vous ne verrez pas des courants internes. Or, ces courants internes-là permettent à ce que les cadres sociaux qui sont là développent par eux-mêmes une façon de voir qui n'est pas toujours la même avec le courant global. Je veux dire, dans le Parti socialiste, vous verrez des gens qui sont des hollandistes, des ceci, de cela, et qui s'assument. Au RDPC, à un moment donné, il y a eu cette tentative, j'allais dire, le courant des modernistes, vous vous en souvenez certainement, mais qui a fait long feu, parce qu'effectivement, certains ténors ont été, j'allais dire, muselés. Et donc, ayant été muselés, je crois qu'ils ont très rapidement réorienté il y en a qui sont partis en exil, etc., etc. Et ceux qui sont restés, je crois, à un moment donné, ont simplement fermé la bouche. Oui. Et maintenant, au niveau des partis de l'opposition, effectivement, on voit qu'il y a une appropriation qui se confond pratiquement avec la personnalité de ces fondateurs-là. Et du coup, je me rappelle, M. Djamène qui est sur ce plateau, si je me trompe, il va me corriger. Quand il venait de Paris, il a été candidat, mais je pense qu'à un moment donné, à ce moment-là, il a été déçu par la façon, par le fonctionnement, comment les choses étaient organisées. Mais je pense qu'il a beaucoup appris aussi. Je pense qu'il a aussi beaucoup appris. Je parle en tant qu'observateur, je ne parle pas de l'histoire personnelle de Célestin Djamène. On m'a posé une question sur ce plateau, j'essaie d'y répondre en essayant d'apporter effectivement des propos illustratifs. Je voulais juste compléter. Je ne parle pas de Djamène en tant que moi je voulais compléter. Vous permettez qu'il termine et puis vous allez... Je vous donne la parole. Vous permettez que Frédéric va terminer. Donc je dis que ces cadres sociaux-là eux-mêmes, au sein des partis politiques, on ne voit pas très bien comment ils s'organisent pour prétendre à la succession. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu flou. Est-ce par calcul politique ou simplement parce que si vous émergez tout de suite, il y a un risque qu'on vous coupe effectivement la tête? C'est valable aussi bien dans le RDPC que dans les autres partis politiques de l'opposition. Et je pense donc que le problème de la transition politique pourrait se situer à ce niveau-là. En tout cas, moi, en tant qu'observateur, c'est ce que je constate. Alors, peut-être, je vous donne la parole, mais le professeur Aboya n'a encore rien dit sur la question de l'alternance des jeunes. Qu'est-ce qui, selon vous, peut ne pas permettre aux jeunes de pouvoir accéder à ces fauteuils? Deux choses, à mon avis. Deux choses au minimum. Contrairement à ce que les gens pensent, quand vous voyez Célestin, vous voyez Hervé, c'est un espoir d'une scène politique apaisée. Ne regardez pas les joutes, c'est des bons amis. C'est des bons amis hors du plateau. Ça augure de ce que nous n'aurons pas des radicaux qui vont amener le Cameroun dans une guerre civile. Donc le problème de la transition se joue à deux niveaux. Il n'y a pas de gens politiques au sein des partis. Il y a des technocrates
qui veulent ramasser les opportunistes, la mise politique, la mise politique, sans montrer la preuve, les convictions d'être des politiques, des gars qui ont appris. C'est d'ailleurs ce que je voulais dire. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils ne peuvent pas l'éviter, mais ils veulent du coup accéder ministre par le sommet avant de faire la politique. C'est ça qui crée donc la difficulté à dérouler la trajectoire politique, parce que les jeunes ne veulent pas apprendre la politique, ne veulent pas se frotter au terrain, ne veulent pas se frotter à la concurrence. Les gens estiment que quand nous venons débattre, nous sommes grillés, nous n'allons pas être nommés parce que nous dévoilons ce que nous pensons de la politique. Alors qu'en réalité, comme Diamène, Joshua Ochi, c'est des politiques qui s'affirment déjà sur le terrain, qui s'affirment à affronter l'opinion, à l'adversité, parce que c'est là où on apprend, et c'est difficile de prétendre cueillir la mise de la transition politique quand on n'a pas appris à faire la politique, quand on attend une nomination pour commencer à faire la politique. Là, c'est complètement difficile. À la régie, on me signale qu'il nous reste 4 minutes, on va se les partager. Pour nous 4 d'abord. Vous, moi, je vous relance d'abord sur cette question au sein du RDPC, la succession de Françoise Fonny qui fait de vagues à Douala 5e. Est-ce que Françoise Fonny est irremplaçable? Non, elle est irremplaçable et sera remplacée. Non, moi je viens à une question beaucoup. Le professeur Laboya et Frédéric Bongo mis le doigt dans la question que nous avons. Je vais vous surprendre. Le vrai problème que nous avons, c'est la promotion des valeurs, des talents. Et ce n'est même pas une guerre générationnelle. C'est que nous avons dans les partis, on assiste à une fonctionnalisation des mouvements politiques qui fait que certains entrent pour faire carrière et ne font pas la politique. Diamène et moi, nous avons un point commun. Nous sommes des militants, en plus de nos professions. Mais vous avez une espèce, une faune qui arrive dans les mouvements politiques, qui ne rentre pas les échafaudages. Ce sont les hommes d'affaires. À la fois des fonctionnaires. Et si on avait le temps, je vous dirais par exemple le rôle négatif du recrutement des ENAMAC, dans le RDPC, et qui ne permettent pas l'éclosion d'un mouvement qui vient du peuple. Alors, pour revenir à François Fonny... Vous avez déjà répondu? Non, je peux vous dire autre chose. Non, moi, je ne suis pas concerné parce que je suis au comité central. On a pris beaucoup d'actes. Pour vous dire, nous avons beaucoup de talents à Douala 5e. Et plus on va aller, plus les élections seront transparentes. Il faudra des leaders capables d'attirer la population, pas des gens qu'on vient installer par... connaît le cousin, la belle-sœur de quelqu'un par investiture. Donc, je suis heureux que ces deux messieurs aient mis le doigt. Il faut rendre transparent la promotion des hommes à l'intérieur des organisations politiques. C'est ça. Oui, Bouba, je pense que je suis d'accord à 90% de ce que dit Hervé sur le renouvellement de la classe politique. Mais je pense qu'il est tout à fait légitime que les Camerounais aspirent à de nouveaux visages. Un 109 en politique est tout à fait normal. Bon, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que dans les partis politiques, il y a une espèce, comment dirais-je, j'allais dire, de laxisme, on va dire, qui fait qu'il n'y a plus assez de choc, il n'y a pas assez de courant dans les partis politiques. Nous bénéficierons à susciter même des courants dans les partis politiques, parce que ce n'est pas un signe de mauvaise santé, bien au contraire. Je voulais dire que, pour rassurer un peu Frédéric tout à l'heure, sur ma candidature en 2006, bien sûr, j'ai été face au président Nidjon Skondi en 2006, et ma candidature a été plus ou moins écartée par la faute de la légèreté d'un président de cellule. Parce que nous, au SDF, on a des règles. Malheureusement, il n'a pas acheminé en temps utile cette candidature. Nous, au SDF, on n'a pas un président Android. Le président Biya est un président Android. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre sur le même plan d'égalité la gestion du SDF qui a des congrès électifs tous les 4 ans, et c'est respecté. Je crois qu'on a invité M. Grégoire Ona, qui est un membre éminent du RDPC, au congrès du SDF en 2012. Il peut témoigner de la vitalité, notamment du bulletin unique. Alors, Michel, on arrête de dire n'importe quoi sur le Cameroun, Michel, et le renouvellement de sa classe politique, c'est un leurre? Le virus nous a tous emportés. À la limite, il faut créer un nouveau monde. Et que nous effacer tous et recréer un monde nouveau. À partir du moment où, si nous ne rentrions pas dans les sacrés principes de la démocratie et même de la transparence, nous ne pourrions pas avoir une nation qui est avancée. Le principe ici, c'est que vous posez une question un peu très compliquée, et j'aurais bien souhaité que ce soit le professeur Aboya qui s'occupe de la science politique qui réponde. Mais moi, je peux répondre tout en profane, tout en disant que d'une façon, le renouvellement de la classe politique camerounaise, elle ne serait pas faite s'il n'y a pas une espèce de volonté, une espèce d'adhésion. Tout à l'heure, on faisait des ébauches sur les jeunes, et le professeur Aboya a assez expliqué, parce qu'il y a une espèce de démission. Les jeunes ne s'engagent pas politiquement parce que au-dessus d'eux,
il se trouve qu'il y a une pyramide de vieux qui estiment que même jusqu'à 80 ans, on doit continuer. Donc, c'est là le problème. Merci Célestin. Merci. Voilà, merci également à vous, Hervé Emmanuel Kron. Merci à vous tous d'être venus. C'est terminé pour ce dimanche. La rediffusion de ce programme, c'est lundi quand il sera à 23 h. D'ici à là, gardez le sourire. Bien le bonsoir.